Je suis juste rentré à la maison pour un chargeur, mais je suis tombé sur 102 personnes qui criaient et des félicitations dans le jardin. Une banderole disait « Il a demandé ». Elle a dit oui. Quand j'ai demandé ce qui se passait, ma mère a souri. C'est ton frère. Il est fiancé à Laura, mon ex. Puis elle a ajouté, nous avons contracté un prêt de 17 000 € à ton nom. Considère ça comme un cadeau. Je n'ai rien dit. J'ai gelé le prêt. Puis j'ai ouvert mon téléphone, j'ai double-cliqué et j'ai dit 5 mots, vérifiez vos téléphones tout de suite. En 12 minutes, un fichier a atteint 102 personnes. Je t'avais dit qu'il gâcherait tout. Il a toujours eu ce regard jaloux dans les yeux, a murmuré ma mère sans même essayer de chuchoter. J'étais toujours là, debout, la porte d'entrée à peine fermée derrière moi, les clés à la main, mon sac à dos sur l'épaule, fixant le jardin de mon enfance, maintenant couvert de serpentins, de chaises blanches louées, d'une immense tente et de plus de 100 personnes qui applaudissaient. Moi, ou du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je tourne la tête et que je vois la banderole, il a demandé. Elle a dit oui. Et juste en dessous, une photo d'Ivan, mon frère, agenouillé, tenant une bague devant Laura. Mon ex, ma vraie ex. Pas un amour de lycée, pas un rendez-vous passager, une vraie ex avec qui j'ai vécu 2 ans, avec qui j'ai pensé me marier, avec qui j'ai rompu de manière douloureuse. Ma bouche est devenue sèche. Le chargeur Bluetooth bon marché pour lequel j'avais conduit 25 minutes m'a soudainement semblé une blague, comme si j'étais entré sur la scène d'un rêve, nu et confus. Alors ma mère est apparue à côté de moi. Elle souriait, radieuse. Sa voix chaude, fausse, comme toujours. C'est ton frère. Il est fiancé à Laura. Elle l'a dit comme si je devais applaudir, comme si c'était quelque chose dont on pourrait rire plus tard. Je l'ai juste regardé. Elle s'est penchée, baissant la voix, plus intime, comme si elle offrait un cadeau. Ah, et nous avons contracté un prêt de 17 000 € à ton nom pour couvrir la fête de fiançailles. Considérez-le comme notre cadeau pour eux. De ta part. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé. Ça n'a pas fait de bruit, mais je l'ai senti, comme si une partie de moi qui avait été trop longtemps pliée avait finalement cédé. Les gens continuaient d'applaudir. Quelqu'un a lancé des confettis. Une femme que je ne connaissais pas prenait des selfies avec Laura. Ivan riait. Laura m'a vu et a détourné le regard. Je n'ai pas crié, je n'ai rien lancé, je n'ai même pas avancé, je suis simplement resté immobile. Puis j'ai mis la main dans ma poche, j'ai déverrouillé mon téléphone, j'ai double-cliqué et j'ai dit 5 mots, vérifiez vos téléphones tout de suite. 12 minutes plus tard, chacun des 102 invités avait reçu un fichier. À la 15e minute, le jardin est devenu silencieux. Et ce n'était que le début du silence. Je ne suis même pas resté pour voir les feux d'artifice. J'ai marché entre les plateaux de Catherine, la tour de Champagne, le diaporama de leur histoire d'amour qui était projeté près de la remise. J'ai traversé la foule alors que les gens commençaient à vérifier leur téléphone. D'abord confus, puis inquiet. Je n'ai pas couru. Ce n'était pas nécessaire. J'avais fait ma part, maintenant c'était à eux de trembler. Le fichier que j'ai envoyé, un PDF. Titre simple. Comment perdre une fiancée et 17 000 €, un avertissement. À l'intérieur. Capture d'écran. Message entre Ivan et Laura alors qu'elle sortait encore avec moi. Reçu de Bizhomme. Une feuille de calcul avec les dépenses de la fête facturée à mon nom. Le contrat de prêt, même un message vocal, Laura disant, il ne le saura jamais. Il est trop occupé à être utile. Utile. C'est ce que j'avais été pour cette famille. Une fonction, un outil, pas une personne. Tu veux l'histoire complète? D'accord. Voici comment nous en sommes arrivés là. J'étais l'aîné, celui qui résolvait tout, celui qui rendait service. Quand le chauffe-eau est tombé en panne chez ma mère, je l'ai payé. Quand Ivan a craché sa voiture en 2e année d'université, j'ai signé le prêt pour la nouvelle. Quand l'entreprise de mon père a coulé, je leur ai prêté 6 000 € jusqu'au mois suivant. Ce mois n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Ils l'ont pris pour un oui. Ma mère souriait doucement et disait des choses comme « Tu sais à quel point cela compte pour nous ?» Comme si je faisais partie de leur succès. Mon père grommelait quelque chose comme « Tu es le seul qui comprend ce qu'est la responsabilité. »
Et Yvan ne disait même pas merci. Il me tapait dans le dos et disait, « Tu me couvres, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas ?» Le point de rupture a commencé il y a 4 mois. Je venais d'emménager dans un nouvel appartement. Le premier endroit qui était vraiment à moi. Des murs propres, de vrais meubles, des plantes que je n'avais pas encore tuées. J'ai invité la famille à dîner. Rien de spécial, juste des pâtes et du vin rouge. Seule ma mère est venue. En retard, elle s'est assise pendant 10 minutes, a à peine touché son assiette, puis m'a demandé si je pouvais signer quelque chose rapidement comme garant. Un prêt personnel de 12 000 €. Rien d'important, a-t-elle dit. C'est pour l'entreprise d'Yvan, a-t-elle ajouté. Elle a glissé les papiers sur le comptoir comme si c'était une carte d'anniversaire. Je n'ai pas signé. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Ce fut ma première erreur. Cela lui a donné de l'espoir. Une semaine plus tard, j'ai remarqué une interrogation sur mon historique de crédit, puis une autre, et c'est alors que le prêt approuvé est apparu à mon nom. Je l'ai appelé pour la confronter. « Pourquoi ferais-tu ça sans me demander ?» Sa voix a changé en une seconde. De la douceur de la culpabilité au tranchant. « Tu as dit que tu y réfléchissais. » Cela signifie oui. Nous en avions besoin. L'avenir d'Yvan en dépend. Tu iras bien. Tu gagnes bien ta vie. C'est alors que j'ai compris. Il ne le voyait pas comme un vol, il le voyait comme une redistribution. Après ça, j'ai cessé de répondre à leurs appels. J'ai commencé à enquêter. J'ai demandé mon rapport de crédit complet. C'est alors que j'ai trouvé le deuxième prêt, 17 000 € pour des services d'organisation d'événements. Le concept de paiement disait tout, fête de fiançailles, jardin de la maison familiale. J'ai eu envie de vomir. Je n'avais pas parlé à Laura depuis plus d'1 an. Nous avions rompu en silence. Elle avait dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle n'était pas prête, que ce n'était pas à cause de moi, mais à cause du timing. Il s'est avéré que c'était à cause de moi, ou plutôt à cause d'Yvan. Je ne sais pas comment ça a commencé et je m'en fiche. Ce qui était important, c'était les dates des messages. Elle lui a écrit le lendemain de son départ de notre appartement. Une semaine plus tard, elle l'appelait le chéri. Elle ne m'a même pas bloqué. Elle a juste continué, comme si j'étais un canapé qu'elle n'aimait plus. Et eux tous le savaient. Les messages le montraient clairement. Mon père avait proposé d'aider Yvan à acheter la bague. Ma mère avait invité Laura au dîner du dimanche. Toute ma famille avait accueilli mon ex à bras ouverts pendant que je continuais à me blâmer de ne pas être assez bien. Et le pire, ils étaient fiers. Puis il y a eu la publication sur Facebook 2 semaines avant la fête, un album privé intitulé Grand Jour. Très bientôt. Ils ne m'ont pas tagué, ni même bloqué, ils m'ont simplement oublié. Photo de la main d'Yvan avec la boîte à bagues. Laura riant sur la terrasse. Ma mère en arrière-plan avec un presse-papier et ce sourire que seules les fêtes et les trahisons font apparaître. La légende disait, quand on sait, on sait. Elle est la partenaire idéale pour notre Yvan. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis des semaines, mais je savais déjà ce que je devais faire. J'ai gelé les prêts. Cela m'a pris 2 jours et j'ai compté sur un ami avocat, Ignacio, mais j'ai réussi à déposer les rapports pour fraude. J'ai envoyé les courriels, j'ai recueilli tous les reçus que j'ai pu trouver. Puis j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. Laura, BC Backups, j'avais conservé notre sauvegarde iCloud de la rupture. Non par rancune, par méticulosité. À l'intérieur. Notes vocales, photos. Données de localisation, même des entrées de son journal écrites dans Google Docs sous son propre nom. Elle avait écrit, « Il est doux mais ennuyeux. » Trop sûr. Yvan a du feu. Yvan me fait me sentir dangereuse à nouveau. Elle l'avait écrit alors qu'elle utilisait encore mon compte Netflix. Cette phrase est entrée dans le fichier. Le jour de la fête, je me suis garé à 3 rues. Je ne me suis même pas habillé, juste un jean et un sweat à capuche. Je suis entré par derrière comme si de rien n'était, car pendant des années, j'avais fait partie de tout cela. Au début, ils n'ont pas remarqué que j'étais là. Tous étaient trop occupés à lever leurs verres. Il y avait un gâteau avec Yvan et Laura, des serviettes avec leurs initiales, un photomaton. Puis quelqu'un m'a vu. Oh mon Dieu, tu es venu. C'est à ce moment-là que j'ai vu la banderole, la foule, Yvan sur scène avec un microphone et Laura portant les perles de ma mère.
Je suis resté immobile. Puis ma mère m'a vu et a prononcé la phrase qui a allumé la mèche. Nous avons contracté un prêt de 17 000 € à ton nom. Considère-le comme un cadeau. Cadeau. Elle l'a dit comme si j'étais le Père Noël. Alors j'ai ouvert le fichier, j'ai appuyé sur envoyer et tout s'est effondré. Rapidement. Les conséquences ont été immédiates. La patronne de Laura était là. Elle est partie avant que la deuxième page du PDF ne finisse de se charger. 3 amis d'Yvan ont commencé à se disputer avec lui au milieu de la pelouse. Tante Béatrice a fait semblant de n'avoir rien vu. Mon père a couru derrière moi quand je suis sorti par la porte latérale. Tu crois que cette scène va détruire ce qu'ils ont? Tu crois que tu vas gâcher leur bonheur? Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste légèrement tourné la tête et j'ai dit, tu n'aurais pas dû signer à mon nom. Il m'a attrapé le bras. J'ai sorti mon téléphone. Si tu me touches encore, je serai obligé d'appeler les autorités. Il est resté paralysé. Bien. Cette nuit-là, le groupe WhatsApp familial a explosé. Père, tu dois arranger ça avant que ça ne devienne public. Mère, comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? Yvan, viens me parler. Sois un homme. Laura, elle m'a bloqué. Je les ai laissés mijoter. Puis j'ai allumé la dernière étincelle, j'ai téléchargé le dossier sur un lien cloud, j'ai mis les permissions en public, j'ai écrit en titre, pour que ce soit clair, voici comment ma famille célèbre l'amour. Vol, mensonge et l'ex d'un autre. Profitez-en. 3 jours après l'embuscade dans le jardin, j'ai reçu un SMS de ma mère. Juste nous, pas de drame, nous voulons juste parler. Elle a suggéré un dîner tranquille chez eux. Ton père a fait des steaks. Yvan sera là. Laura aussi. Tu leur dois au moins ça. Je ne leur devais rien, mais j'ai dit oui, non parce que je voulais parler, mais parce que je voulais en finir. Je suis arrivé 10 minutes en avance. La maison avait l'air la même, une fausse paix. Des lumières chaudes aux fenêtres, de la musique douce en arrière-plan, des rires, comme si les 3 derniers jours n'avaient pas eu lieu. Laura a ouvert la porte, n'a rien dit. Son mascara avait coulé. Son sourire forcé s'est écarté sans prononcer un mot. La table de la salle à manger était dressée pour 6 personnes. Ma mère a apporté les plats comme si c'était Thanksgiving. Mon père s'est servi du vin. Yvan était assis au bout, les bras croisés et la mâchoire tendue. Nous pouvons simplement, a commencé mère. Puis elle a relâché l'air. Simplement parler. Personne n'a rien dit, alors elle a continué. Tout cela a été un malentendu. Le prêt. Nous pensions que tu avais dit oui. Et Laura. Écoute, les relations sont compliquées. Vous aviez déjà rompu. C'est juste arrivé. Ce n'est pas quelque chose qui est juste arrivé, ai-je répondu sans émotion. Ses lèvres tremblèrent. Nous voulions faire quelque chose de beau pour Yvan, pour la famille. Nous ne voulions pas te faire de mal, ai-je acquiescé lentement. Puis j'ai mis la main dans mon sac à dos et j'ai sorti le dossier. Il n'était pas épais, mais chaque feuille était un coup. Je l'ai posé au centre de la table. Qu'est-ce que c'est? A demandé Père, déjà visiblement agacé. La vérité, ai-je répondu. J'ai glissé la première feuille vers eux. Un contrat de prêt, mon nom sur la couverture, la ligne de signature vide, celle qu'ils ont falsifiée. Puis de la correspondance bancaire, des chaînes de courriels confirmant la facture de la fête de fiançailles avec ma mère identifiée comme coordinatrice de l'événement et Yvan comme payeur au nom des Alvaro. Ensuite, une capture des messages directs sur Instagram de Laura à Yvan. Il paie toujours ta voiture. Tu ferais mieux de lui proposer de se marier avant qu'il ne se fasse une colonne vertébrale. Ma mère est devenue pâle. Yvan a attrapé la feuille et l'a lue en silence. Puis il l'a jetée comme si elle brûlait. C'est privé, a murmuré Laura. Je n'ai pas dit, c'est du vol. C'est de la tromperie. C'est vous tous qui utilisez mon nom, mon argent, ma confiance. D'accord, a grogné Père. Alors, qu'est-ce que tu veux, la vengeance? Nous humilier devant tout le monde? Ça, tu l'as déjà fait. Non, ai-je répondu. Je veux de la responsabilité. Puis j'ai lâché la photo. C'était une image de caméra de sécurité d'une agence bancaire. Père, au guichet, remettant des documents avec mon numéro d'identification fiscale. La date correspondait à celle du prêt.
Le formulaire avait ma signature falsifiée. Son visage s'est déformé. Tu nous espionnes maintenant? Je me protège, ai-je rétorqué. Quelque chose que tu m'as appris à ne jamais attendre de la famille. Et puis le coup de grâce. J'ai sorti la lettre. Conseil du bureau de crédit. Un avis. Pour suspicion d'usurpation d'identité, l'accès de mon père à toutes les principales entités de crédit avait été bloqué. Son score marqué, sa capacité à garantir quoi que ce soit, éliminé. Je l'ai placé devant lui sans dire un mot. Il ne l'a pas lu. Il m'a juste regardé avec les yeux brûlants. Tu crois que ça arrange quelque chose, a-t-il craché. Si tu n'arranges pas ça, j'y vais, a interrompu une voix ferme. Nous nous sommes tous tournés. Une nouvelle silhouette se tenait à l'entrée. Grande, mince, familière. L'ex-petite amie de Laura. Sergio est entré avec une tranquillité absolue, son propre petit dossier à la main. J'espère que je n'interromps rien, a-t-il dit. J'ai juste pensé qu'il était temps que quelqu'un d'autre parle. Yvan s'est levé comme pour se battre. Laura a chuchoté, Sergio, part. Il l'a ignoré. Juste pour que ce soit clair, a-t-il dit en ouvrant son dossier, Laura vivait encore avec moi quand elle a commencé à lui écrire. Et aussi à toi, il m'a fait un signe de tête en te disant qu'elle avait besoin d'espace. Il a posé les impressions sur la table. Messages horodatés, côte à côte. Le même jour. Des hommes différents, les mêmes mensonges. Elle a joué avec les deux, a dit Sergio. Mais j'ai déjà tourné la page. Je n'ai pas besoin de vengeance, j'ai juste besoin de clore ce chapitre. Il s'est tourné vers moi. Elle m'a dit que ta famille couvrirait tout parce que tu le fais toujours. Qu'il t'avait entraîné à dire oui. Mot pour mot. Et il est parti. Le silence après son départ était insupportable. Même les couverts semblaient honteux. Ma mère a essayé une fois de plus. Chérie, nous pouvons surmonter ça. Nous devons juste. Non, les jeux interrompus. Je me suis levé. Je ne fais plus partie de ça. Ni de la culpabilité, ni des dettes, ni des mensonges. Yvan s'est levé aussi. Alors c'est tout? Tu nous laisses tomber pour une fille? Je l'ai regardé. Tu veux dire mon ex? Celle à qui tu as demandé de t'épouser avec de l'argent volé à mon nom? Il n'a rien dit. Je me suis penché en avant. Vous méritez. Vous tous vous le méritez. Et j'ai marché vers la porte. Mon père s'est levé. N'ose pas tourner le dos à cette famille. Je me suis retourné. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Vous me l'avez tourné. Je l'ai juste enfin remarqué. Je suis parti et cette fois personne ne m'a suivi. Je suis entré dans la cuisine de mon appartement, silencieux, propre, intact par le désordre de quiconque, et j'ai effacé chacun des messages vocaux de la nuit précédente. 36 appels manqués, 12 messages, toutes des variations de la même supplication, parle-nous. Tu es toujours notre fils. Nous ne voulions pas te faire de mal. Et puis le dernier d'Yvan, il est parti. J'espère que tu es content. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé un café noir sans sucre, assez amer pour correspondre au moment. Ce jour-là, je ne suis pas allé au travail, je suis allé à la banque. Le compte que mes parents utilisaient, retirant de l'argent silencieusement avec des virements liés, a été fermé. J'en ai ouvert un nouveau au nom d'une nouvelle entité, non seulement pour la sécurité, mais pour le symbolisme. Cette nuit-là, j'ai rappelé mon ami avocat Ignacio. Tu te souviens de ce trust dont mon grand-père a parlé? Oui, je veux m'en retirer. Tu es sûr? Je ne suis pas ici pour hériter de quoi que ce soit. Je suis ici pour me libérer. Il a compris. La semaine suivante, tous les liens ont été coupés, plus de crédits partagés, plus de caution, plus de responsabilités légales. Mes empreintes financières ont été supprimées de tous les systèmes auxquels ils avaient accès. Je ne leur ai pas dit. Ils le découvriraient à la prochaine urgence. J'ai changé de salle de sport, j'ai changé de supermarché, j'ai annulé tous les abonnements que j'avais partagés avec eux. Netflix, dehors, Spotify, supprimé. Même mon compte Amazon Prime, celui que je savais qu'ils utilisaient encore pour les commandes familiales, a été fermé. Et puis j'ai fait la dernière chose. J'ai déménagé. Pas très loin, juste ce qu'il fallait. Je cherchais un appartement dans le quartier de Salamanque depuis plus d'1 an.
Un immeuble en briques, au dernier étage, avec beaucoup de lumière naturelle, un accès par code et un parking souterrain. J'ai signé le contrat le jour même où j'ai reçu le SMS d'Ivan. Il est parti. Bien, qu'il se débrouille avec ce qui allait suivre. J'étais déjà parti. 3 jours après le déménagement, quelqu'un a frappé à la porte de mon ancien appartement. C'était mon père. Mon ancien voisin m'a appelé. Il y a un type ici qui frappe à la porte comme si je lui devais de l'argent. Je n'ai jamais répondu. 2 jours plus tard, c'était ma mère. Elle a laissé une note sur le vieux paillasson. Juste une phrase, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne l'ai pas fait. Il l'avait déjà fait. J'ai passé le mois suivant à tout reconstruire en silence. J'ai enfin fait le voyage que je repoussais depuis 3 ans. Pas d'histoire sur Instagram, pas de mise à jour, juste moi, une cabane dans les Pyrénées et un livre que je n'ai jamais terminé. Et quand je suis revenu, 2 courriels m'attendaient. L'un d'un détective privé que j'avais secrètement engagé, l'autre de l'avocat de mon grand-père. Le premier était simple. Mon père avait essayé de demander un autre prêt pour petite entreprise. Rejeté, marqué comme fraude. Le second était mieux. Le trust avait été restructuré. Ma part n'était plus accessible à aucun autre membre de la famille. La clause qui permettait un accès partagé en cas d'urgence a été supprimée. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la protection. Des semaines se sont écoulées, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux jusqu'à ce que Claudia, la sœur aînée de Laura, me trouve. Elle est apparue dans le hall de l'immeuble. « Je ne viens pas discuter », a-t-elle dit. « Je veux juste te dire quelque chose. » J'ai hésité, mais je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis sur le petit canapé près des ascenseurs. Je ne lui ai pas offert d'eau. Elle ne s'y attendait pas. Elle a regardé son téléphone, puis m'a regardé. Elle a quitté le pays. Laura est retournée vivre chez notre mère en Galice. Je n'ai pas demandé pourquoi. Elle t'a blâmé, a poursuivi Claudia. Mais je sais la vérité. Je sais ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont tous fait. Je n'ai toujours rien dit. Et puis Claudia a dit quelque chose qui m'a arrêté. Elle a dit qu'elle pensait que je ne me défendrais jamais, que j'étais trop passif, trop désespéré d'être aimé. J'ai hoché la tête. Elle avait raison, ai-je dit, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus raison. Le lendemain, je suis entré chez un notaire. J'ai signé la cession de la vieille voiture familiale qui était encore à mon nom, celle que conduisait Yvan. Je l'ai donnée à une organisation de vétérans. Ils sont venus la chercher le même après-midi. Je ne leur ai pas dit. J'ai supposé qu'ils s'en rendraient compte quand la voiture disparaîtrait. Peut-être que ce sera le moment où sa réflexion commencera. Et quand ma mère a essayé de retourner sur le portail de l'assurance maladie familiale, surprise, je n'étais plus le titulaire de la police, ils allaient devoir se débrouiller seuls maintenant. Chaque clic silencieux de déconnexion était une brique de plus à sa place. Je n'ai pas été bruyant, j'ai été définitif. Ça ne s'est pas terminé par des cris, ça s'est terminé par le silence. Ils ont disparu de ma vie au ralenti, appelant toujours, suppliant toujours, faisant toujours semblant que j'exagérais. Mais je n'étais plus en colère, j'étais libre. Je ne suis jamais revenu. Ni aux fêtes, ni aux funérailles, même pas quand tante Teresa a envoyé un message disant « Les choses se sont calmées ». Il y a une différence entre lâcher prise et donner la permission de revenir. Je ne faisais ni l'un ni l'autre. J'ai effacé toutes les photos où leur visage apparaissait. J'ai bloqué chaque cousin qui m'a écrit « Je voulais juste avoir de tes nouvelles », de ces messages qui n'arrivent que quand il y a déjà des rumeurs. Pas de peut-être un jour, pas de mais c'est toujours la famille, pas de culpabilité refoulée. Certaines personnes croient que la vengeance est quelque chose de bruyant, un cri, un incendie, une boule de démolition. Mais parfois, c'est plus silencieux, plus froid, plus permanent, comme passer devant la boulangerie préférée de ton père et ne pas t'arrêter. Comme voir le nom de ton frère sur un appel manqué et ne même pas prendre la peine de l'effacer, comme te rappeler comment ta mère t'a dit. Nous sommes toujours tes parents et réaliser que la biologie n'est pas une monnaie d'échange. 2 mois après avoir disparu, j'ai reçu une lettre. Une vraie, avec une enveloppe timbrée du dentiste de mon enfance. Votre rendez-vous a été annulé. Votre famille vous a retiré du plan d'assurance. J'ai ri. C'était la dernière chose qu'il pouvait me prendre. Alors j'ai pris rendez-vous moi-même. Nouveau centre, nouvelle adresse, tout nouveau.
Quand la réceptionniste m'a demandé si je voulais ajouter un contact d'urgence, j'ai dit « non ». Puis j'ai réfléchi une seconde. Enfin, si. Notez ce nom. Je lui ai donné le nom de mon avocat. 6 semaines plus tard, j'ai ouvert le garage et j'ai souri. Il y avait là le panneau en acier que j'avais commandé. Noir mat, minimaliste, gravé en lettres blanches, pas de nous. La famille ne vit plus ici. Je l'ai vissé à côté de la porte d'entrée. Non pas parce que je pensais qu'ils reviendraient, mais au cas où un jour ils oublieraient qui je suis maintenant. Je ne suis pas le contact d'urgence, je ne suis pas le filet de sécurité, je ne suis pas le chargeur qu'ils ont oublié jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie. Je ne suis pas le faux qui réalise les rêves des autres. Je suis le fantôme de chaque limite qu'ils ont brisée, maintenant reconstruite avec de l'acier et de la pierre. Et la prochaine fois qu'ils penseront à utiliser mon nom, il ferait mieux de demander d'abord à la banque.